Yamoussoukro accueille demain le chef de l'État. Amadou Toumani Touré procédera à l'inauguration des 5 km de voirie urbaine dans la capitale du Méguétan. Notre correspondant nous parlera des préparatifs de la visite présidentielle dans ce journal. Comment faire du secteur agricole malien l'un des moteurs de l'économie nationale? C'est de cela qu'il est question dans le document de politique de développement agricole. Experts du domaine et partenaires techniques et financiers se concertent sur le document à Bamako. Le programme alimentaire mondial va en guerre contre l'insécurité alimentaire au Mali. Il vient de lancer à Kay une opération d'urgence qui touchera plus de 700 personnes dans 195 communes à travers le pays. Coût de l'opération, plus de 23 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. Des membres de l'association des médiateurs de l'espace UEMOA, conduit par son président, ont été reçus cet après-midi en audience par le chef de l'État. Au menu des échanges, la situation de crise au Nord Mali. Les médiateurs de la zone UEMOA ont témoigné à Amadou Toumani Touré leur profonde solidarité et leur disponibilité à œuvrer pour un retour rapide à la normale. C'est en tout cas le message délivré par le président de l'association, interrogé ici par Sidiki Dambeli. Ce que nous apprenons sur le Mali nous a amené à venir exprimer au président notre profonde solidarité et notre disponibilité. Nous l'avons écouté longuement et nous partons rassurés. Nous voulons rassurer tous les Maliens qu'ils sont bien conduits, que les épreuves qui les frappent aujourd'hui seront maîtrisées et que les échéances seront respectées. Nous partons avec cette conviction-là. Il y a des épreuves, il y a des actions à mener, elles seront menées en matière de sécurité, en matière de cohésion sociale. Nous avons été très heureux de constater que divers groupes se mobilisent pour garder la cohésion sociale malienne intacte, que l'unité nationale soit forte. Eh bien, nous sommes à la disposition du président, du gouvernement, de toutes les instances, pour que cette période difficile soit traversée de manière responsable. Je suis très heureux que tous mes collègues, et qui viennent de pays qui ont des responsabilités au niveau régional, CEDEAO, UEMOA, etc., nous sommes là pour que les institutions et les chefs d'État soient également informés par nous de ce que nous savons, et ce que nous avons tous la partition à jouer, nous la jouerons. Qu'est-ce que le Mali peut attendre de votre association dans la résolution de cette crise-là? D'abord, nous avons écouté. Nous allons maintenant relayer. Nous allons relayer au niveau de nos États. Nous allons relayer au niveau des institutions. Nous allons relayer au niveau de l'opinion publique. C'est la première fois que les médiateurs de la DP de l'UEMOA viennent ensemble au Mali voir. C'est un signe très fort. Le reste, nous sommes des médiateurs, nous travaillons dans la discrétion. Et restons à Koulouba où le chef de l'État avait reçu en audience il y a quelques jours les membres de la commission spéciale d'enquête sur les atrocités commises par AQMI et les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad. Ils étaient venus remettre au président de la République les conclusions de ces enquêtes menées pendant 10 jours. Il en ressort que des crimes odieux ont été perpétrés dans cette localité. Des soldats maliens de l'armée ont été ligotés et exécutés par leurs assaillants. Daouda Sidiki nous donne plus de détails. Après des attaques perpétrées contre les camps militaires d'Aguelhok les 18 et 24 janvier dernier, les autorités maliennes ont décidé de mener une enquête afin de faire toute la lumière sur les crimes odieux commis par les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad et des hommes d'AQMI sur nos soldats désarmés. Après 10 jours de mission dans la ville d'Aguelhok, la commission spéciale d'enquête sous la houlette de l'inspecteur général de police Alioune Badara Djabouteni est venue remettre les conclusions de leur enquête au président de la République. À cette occasion, elle a pu recueillir des preuves et des témoignages des rescapés militaires et civils, soutenus par des images qui attestent que des combattants de l'armée malienne désarmés ont bien été arrêtés, ligotés les mains au dos et avant d'être froidement abattus.
des élèves et enseignants de l'Institut de formation des maîtres d'Aguelhok, IFM, ont été utilisés comme boucliers humains par les assaillants en difficulté lors de l'attaque du 18 janvier 2012. Ces élèves et enseignants, entendus par la commission spéciale d'enquête, attestent les faits d'atrocités commis sur les militaires désarmés. Ces déclarations corroborent le mode d'exécution sommaire des combattants désarmés régulièrement pratiqués par AQMI. L'habillement de la plupart de ces combattants barbus, le mode d'exécution des militaires désarmés, attestent la participation d'AQMI au combat aux côtés du mouvement national de libération de l'Azawad lors des attaques des 18, 20 et 24 janvier 2012 contre le camp militaire, l'Institut de formation des maîtres de Aguelhok et la ville d'Aguelhok. Je vous le disais tantôt, c'est demain, vendredi, que le président de la République, Amadou Toumani Touré, procédera à l'inauguration des 5 km de voirie urbaine dans la ville de Koulikoro. Les infrastructures ont coûté plus de 2 milliards de francs CFA. En prélude à la venue du président, la ville est en effervescence. Tout est fin prêt pour accueillir dans les meilleures conditions le chef de l'État. Seydou Traoré nous raconte. La construction des 5 km de voirie urbaine dans la capitale du Méguétan apporte à n'en pas douter un coup d'accélérateur dans le développement socio-économique de Koulikoro. Il s'agit là de la fluidité de la circulation avec des carrefours bien aménagés, des carnivaux, des largeurs cyclables et des lampadaires pour plus de sécurité et de visibilité. C'est cette immense infrastructure de plus de 2 milliards 121 millions de francs CFA que le président de la République doit inaugurer ce vendredi 24 février 2012. Pour les élus de Koulikoro et les chefs coutumiers, c'est une promesse tenue par le président de la République. À Koulikoro ici, nous sommes très contents des 5 km de voie urbaine parce que le visage de la ville a énormément changé et ATT a fait ça pour nous faire plaisir. Nous aussi, nous ne devons pas être en reste. Nous devons tout faire sortir nombreux, très nombreux, pour qu'ils sachent que nous sommes contents de tout ce qu'il a pu faire pour nous. C'est une grande joie pour toute la commune de Koulikoro. Parce qu'avant ces infrastructures, à certains moments de l'année, et rouler à Koulikoro, c'était la croix et la bannière. Donc, au nom de toute la population de Koulikoro, nous avons un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali. On parle de voies, mais on parle également des réseaux, des VRD. Et ça a été, les réalisations des voies ont été accompagnées également par des réalisations de caniveaux, des réalisations de lampadaires, toutes choses qui font qu'il fait aujourd'hui très bon vivre à Koulikoro. Pour les services de sécurité également, c'est quelque chose de plus, parce que dès qu'il y avait les malfrats qui commettaient leur forfait, à l'époque, il était difficile de les suivre dans les dédales des rues. Rendez-vous est donc pris devant la maison du peuple de Koulikoro pour remercier le président Amadou Toumani Touré de son cadeau de 2012. Oui, demain, le président qui sera à Koulikoro. Le chef du gouvernement, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, a reçu ce matin les membres de la Jeune Chambre internationale du Mali. Ils étaient venus lui présenter un projet portant sur des activités de sensibilisation pour l'instauration de la paix dans notre septentrion, Sissi, à travers des débats et des dons de sang pour les victimes des événements du Nord. La présidente nationale de la Jeune Chambre internationale du Mali, Maïga Adjaratou Cham, est au micro de Adama Tangara. Nous venons de rencontrer Madame le Premier ministre. Nous avons parlé des grandes actions de la Jeune Chambre qui étaient prévues dans le plan d'action de 2012, mais aussi, comme l'actualité l'exige, nous avons mis en place un projet que nous allons exécuter. Ce projet s'intitule DCI se mobilise pour la paix dans le Sahel. Nous savons aujourd'hui ce qu'il y a dans le nord de notre pays et nous, jeunes membres de la Jeune Chambre internationale, nous nous sommes dit il faut que nous agissions. Et c'est pour cela que nous avons mis ce projet en place. C'est pour que la paix soit dans le Mali en premier et dans toute la sous-région.
nous avons beaucoup d'activités qui sont prévues. Il y a effectivement le lancement de projets avec une campagne de don de sang exclusivement destinée aux blessés du Nord. Nous avons d'autres actions qui doivent être menées. C'est la mise en place d'un spot télé où nous voulons montrer à toute la population que nous sommes un. Il n'y a qu'un seul Mali et nous sommes là avec plusieurs ethnies et nous vivons dans la cohésion. Avec nos organisations nationales sœurs du Burkina et du Niger, nous prévoyons de nous rendre sur les sites, les camps des réfugiés, voir comment ces gens-là vivent et mettre en place aussi des campagnes de sensibilisation en vue du retour de nos compatriotes qui sont partis à l'exil. Et au passage, notez que le Rotary célèbre depuis cet après-midi son 50e anniversaire au Mali avec le thème « Puiser en vous pour embrasser l'humanité dans l'amitié, l'entente et l'harmonie ». L'événement est placé sous le parrainage du président de la République. Plusieurs activités sont au programme de ce cinquantenaire du Rotary, notamment une conférence sur la paix et la sécurité, un don de sang, une remise de vivres à l'Union malienne des aveugles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ibrahima Traoré. Les soutiens à nos forces armées de sécurité dans le Nord Mali continuent d'affluer après les 156 millions de francs CFA offerts hier par le secteur privé et des opérateurs économiques. Aujourd'hui, ce sont les grands greniers du Bonheur GGB et la Chambre des noteurs du Mali qui ont fait eux aussi un geste avec respectivement 40 tonnes de riz et 1 million de francs CFA. La remise de ces dons s'est déroulée cet après-midi au ministère de la Défense et des anciens combattants. Fademba Keïta était à la cérémonie de remise pour Mali Actualité. 40 tonnes de sacs de riz, c'est le don que la société Grand Grenier du Bonheur vient de mettre à la disposition des forces armées maliennes et des veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Pour un coût total de 13 millions de francs CFA, le geste de bonne foi constitue pour le donateur un appui de taille aux forces armées et de sécurité. Cette action, en outre, vient aider l'État malien dans les efforts qu'il est en train de consentir pour la restauration de la paix dans le septentrion. Vu l'effort que notre gouvernement est en train de fournir par rapport à la situation préoccupante au nord, nous encourageons l'armée et nous accompagnons également l'armée par des bénédictions et des prières pour qu'ils puissent sortir la tête haute dans cette situation catastrophique du Nord. Une action patriotique qui vient de s'ajouter à celle de la Chambre des notaires du Mali qui a également fait un don d'1 million de francs CFA. Par ce geste de solidarité, nous avons voulu féliciter et encourager notre armée nationale pour la soutenir dans son combat pour la préservation de notre territoire national. Les gestes ont été appréciés par les récipiendaires. Très réconfortant. Nous les remercions, ça ne nous a pas surpris. C'est le don et totalement patriotique. C'est ça encore le devoir d'être citoyen. Ces actions visent à soulager les familles des soldats qui se battent actuellement sur le front et ceux tombés sur le champ de l'honneur. La 8e promotion de l'école de santé, le Bouktou, porte le nom de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, Premier ministre. La cérémonie de baptême de la dite promotion a eu lieu cet après-midi sous la présidence de la marraine. Ces étudiants qui terminent leur formation sont sages-femmes, infirmières d'État et délégués médicaux. Amadou Sankaré, reportage. Le Premier ministre en uniforme avec les 70 étudiants de l'école de santé Le Bouktou qui achèvent ainsi leur formation. Une promotion qui porte désormais le nom de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Ces lauréats au bout de 3 ans de formation sont infirmiers de santé publique, sages-femmes et délégués médicaux. Et le choix porté sur la marraine de la promotion n'est pas fortuit. Ce choix est motivé par sa forte implication dans le domaine suivant. La priorité accordée à la santé de la mère et de l'enfant dans ses activités quotidiennes, la priorité accordée à la réduction de la mortalité infantile. Elle est également membre du réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali. Nous voilà au terme de notre formation après 3 ans de rude labeur. Quant à notre promotion, baptisée à son nom,
Nous nous engageons à suivre la voie royale qu'elle a tracée et qui se résume au travail bien fait avec au bout une réussite harmonieuse. La marraine de la promotion a saisi cette occasion pour inviter ces jeunes qui seront très bientôt sur le marché de l'emploi à se rendre utiles au sein des communautés d'accueil. Je vous engage tout au long de votre carrière, à quelque poste que vous serez, à combattre sans relâche la maladie sous toutes ses formes, pour guérir, sinon pour soulager tout au moins la douleur des malades en faisant preuve de patience, d'écoute et de compréhension. Je compte également sur vous tous, et particulièrement sur les jeunes filles, les futures mères, les futures épouses, pour que les règles d'hygiène et de propreté soient rigoureusement observées dans tout votre environnement. Bravo. Soyez des exemples, c'est-à-dire des acteurs de changement de comportement pour l'amélioration de la santé de nos populations en général et celle des mères et des enfants en particulier. De sa création en 2000 à nos jours, l'école de santé Le Bouktou a assuré la formation de 1030 agents paramédicaux. Une conférence de presse a été organisée ce matin par le parti Senas Faso RE. La rencontre a permis aux membres du bureau politique de se prononcer sur la situation qui prévaut au nord Mali et de proposer une solution de sortie de crise afin de rendre possible la tenue des élections de 2012. Le renforcement du dispositif de défense, la poursuite du dialogue sont entre autres solutions proposées. Agali Ag Aguissa, reportage. À travers cette rencontre avec les journalistes, la Convention nationale pour une Afrique solaire, Fasohere, Senas Fasohere, condamne les événements survenus au nord du Mali. Le parti réaffirme ainsi son soutien à l'armée malienne. La situation marquée par des attaques des rebelles et entraînant le déplacement des populations peut être un obstacle majeur pour l'organisation des élections à venir. C'est pourquoi le parti, à travers son bureau politique, propose des solutions pour la sortie des crises. Ces solutions passent par vraiment d'abord la sécurisation des lieux menacés. Elles passent par le renforcement des capacités des forces armées et sécuritaires. Elle passe par une bonne communication. Elle passe aussi par des mesures à prendre vis-à-vis de ceux qui ont déserté et de ceux qui sont complices et de ceux qui ont pris les armes contre le peuple malien. Donc toutes ces mesures-là, on peut les mettre en pratique et amener la stabilité durable au Mali. Les débats ont également porté sur la révision des listes électorales et la tenue du référendum. Le responsable de la Senas Fasohere propose une révision exceptionnelle des listes électorales et l'instauration d'une semaine citoyenne pour distribuer les cartes d'électeurs. Les ressortissants de Borène ici à Bamako se penchent aussi sur la situation actuelle que connaît le Nord Mali. Ils ont tenu une rencontre hier au Carrefour des Jeunes. Les participants à la rencontre en appellent à la sauvegarde de la cohésion sociale. Lamine Keïta. Les ressortissants de Borène à Bamako autour d'une même table. C'est pour échanger sur la situation sécuritaire actuelle au nord du Mali. Il s'agit pour les fils de Bourem de contribuer à la consolidation de la cohésion sociale entre les différentes communautés du cercle. Depuis un certain temps, nous avons engagé un processus de concertation auprès de toutes les communautés pour qu'ensemble, on identifie les voies de sortie de crise. Selon l'honorable Aïchata Dit Chateau Sissé, député de Bourem, l'Assemblée nationale reste mobilisée pour le retour de la paix dans les septentrions maliens. Il faut soutenir l'armée, a-t-elle souligné. La première paix qu'il y a eu au Mali est partie de Bourem. Donc Bourem doit constituer vraiment un exemple en matière de paix. Et c'est à Bourem que, en tout cas, on n'a jamais connu les Arabes par-ci, les Tamasheks par-là, les Soreilles de l'autre côté et les Peuls de l'autre côté. On a été toujours des populations qui ont tout fait ensemble. Avec cette grande démocratie et cette décentralisation si avancée, où chacun a le compte de pouvoir s'exprimer librement et s'épanouir dans ce cercle arrondissement et région, je ne vois pas la cause pour laquelle il faut prendre une arme aujourd'hui.
Les recommandations issues de cette rencontre seront soumises à l'appréciation du COREM, collectif des ressortissants du Nord. À Kidal, à présent, les élèves du lycée Atayer Ag Ili et leurs enseignants ont repris le chemin de leur établissement après plusieurs jours d'arrêt de cours. Les cours dans cet établissement ont été arrêtés à cause de l'insécurité qui était montée d'un cran dans la région. Le gouverneur de la région, le colonel-major Salifou Kone, est allé à la rencontre des élèves pour les encourager et les rassurer. Djemoro Sagara, correspondance. La montée de l'insécurité à Kidal a affecté tous les domaines de développement dans la 8e région. Les classes du lycée Atayer Ag Ili sont restées fermées pendant plusieurs jours. Ça nous a mis vraiment beaucoup en retard par rapport aux autres. Et j'ai pris tous mes camarades de revenir comme c'est la reprise, de revenir, nous allons reprendre nos cours normalement. Nous allons redoubler d'efforts, reprendre les choses sérieuses puisque la composition c'est bientôt. Même si nous ne pouvons pas rattraper nos camarades, mais nous allons faire de notre mieux quand même. Face à cette situation très regrettable, le gouverneur de Kidal, accompagné des autorités politiques, administratives et la société civile, s'est rendu dans cet établissement pour constater de visu l'effectivité de la reprise des cours, mais aussi encourager et féliciter les responsables de l'éducation dans la région de Kidal. Cet exercice a conduit le chef de l'exécutif régional à rencontrer les élèves et le corps professoral et apporter un message. Nous avons vite compris que nous ne devons pas céder à cette panique et nous avons demandé à ce que les cours reprennent et nous sommes venus constater ça aujourd'hui au niveau du lycée. Et nous avons constaté effectivement que la reprise est effective. Vous-même, vous pouvez le constater, vous avez les élèves qui sont là, qui veulent apprendre. Et je pense qu'avec les conditions sécuritaires qui sont en train d'être renforcées, le corps professoral, la direction et puis les élèves eux-mêmes, je crois qu'ils voient qu'il y a de l'amélioration dans les conditions sécuritaires. Pour les autorités de la région, malgré cette situation conjoncturelle, l'année scolaire finira en beauté à Kidal. Le président de l'Assemblée régionale par intérim, Omoni Balko Maïga, a saisi l'occasion pour annoncer la satisfaction des doléances des enseignants, surtout en ce qui concerne le salaire. Séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté le projet de loi relatif aux services privés de communication audiovisuelle. Enrichi par une vingtaine d'amendements, ce projet de loi a été adopté par 100 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Mahamadou Doumbia, compte rendu. 5 projets de loi étaient à l'ordre du jour de cette séance plénière de l'Assemblée nationale. Parmi les 5 projets, un seul a été discuté. Il s'agit du projet de loi 0932-4L relatif aux services privés de communication audiovisuelle. Ce projet de loi proposé par le ministère de la Communication fait suite à un constat. Le paysage audiovisuel africain est en pleine mutation. Si la radio FM a connu un essor sans précédent dans les années 90, les années 2000 ont été marquées par l'émergence de nouvelles chaînes de télévision avec ses corollaires d'insuffisance liées au manque de législation claire depuis l'éclosion de la diffusion des images des chaînes étrangères, l'absence de texte législatif sur la télévision privée et d'un code de l'audiovisuel et enfin le manque de rigueur dans la gestion du piratage télévisuel. On sait le subterfuge et l'intelligence des enfants aujourd'hui à s'adapter et à voir ce que les parents ne veulent pas qu'ils voient. Quelles sont les mesures qui sont dans ce texte ou bien que vous prévoyez pour que le Malien, les enfants maliens et notre culture soient à l'abri d'un certain nombre de dérives? Je n'ai pas vu ça dans le texte. Voyons ça, j'allais dire de façon systémique. Il y a aujourd'hui le texte qui est proposé sur les services privés de communication audiovisuelle. Dans quelques jours, le texte sur la publicité. Il y a le texte sur l'instance de régulation. Il y a le texte sur la création des écoles supérieures en sciences de l'information et de la communication. Mais il y a aussi le texte de la relecture des services publics. Donc c'est un chapelet qu'il faut voir, un ensemble qu'il faut voir. Mais l'essentiel est que cela doit s'inscrire dans une vision globale. Donner à notre pays les moyens d'avoir une presse assez responsable et libre. La liberté dans la responsabilité, c'est ça le credo, ce sont les moyens que nous voulons qu'on mette à disposition pour la presse.
Pour mieux maîtriser ce sujet et comprendre en profondeur, 23 amendements ont été apportés et discutés. Parmi ces amendements, 22 ont été adoptés à l'unanimité par 91 voix pour, 2 contre, 6 abstentions. Et l'amendement 17 qui fait mention de l'autorisation de diffusion a été l'objet de houleux débat. Cet amendement a été adopté par 92 voix pour, 6 contre, 2 abstentions et 1 non-votant. En définitive, ce projet de loi 09-32-4L, régulateur de l'espace audiovisuel et de la distribution, a été voté par 100 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les 4 autres projets de loi 11-15, 11-60, 10-86, 11-98, 4L ont été renvoyés pour une prochaine session. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et son collègue de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales étaient en visite de terrain dans les centres de formation professionnelle qui accueillent des handicapés qui rencontrent des difficultés à poursuivre leur formation dans le système éducatif. Ces jeunes sont inscrits dans des métiers comme la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, le bâtiment, la cuisine et la transformation agroalimentaire. Amadou Ouattara, reportage. Par cette visite dans les centres de formation professionnelle, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui en charge de l'éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales voulaient s'informer sur les conditions d'accueil de ces centres, discuter avec l'encadrement et les apprenants afin d'y envisager des dispositions à prendre pour leur insertion une fois la formation terminée. Nous avons parlé du renouveau de la formation professionnelle et nous avions indiqué à l'époque que la langue n'est pas un handicap pour apprendre un métier. Et nous nous rendons compte que même quand on ne sait pas parler, à plus forte raison de parler des langues telles qu'on connaît, donc même le langage des signes permet d'apprendre un métier. Et c'est ce que nous avions dit. Nous sommes passés voir sur le terrain pour voir si effectivement cela était possible. Et je pense que ce que nous avons vu nous a conforté dans l'idée que l'on parle arabe, que l'on parle bambara, que l'on parle français ou qu'on ait le langage des signes, on peut apprendre un métier et vivre de ça. Les deux membres du gouvernement se sont rendus successivement dans les centres de formation Guy Berthe à Titibougou qui forment actuellement 30 jeunes en maçonnerie et froid climatisation, le centre des handicapés auditifs SIS dans la cour de l'ESICA avec 51 apprenants et le collège Wami de Bako Djikoroni. Nous avons vu des jeunes diplômés et non diplômés, des titulaires du DEF, des titulaires du baccalauréat, des jeunes qui ont fait leurs études en langue française, d'autres qui les ont faites en arabe, des jeunes malentendants, et tous ceux qui sont regroupés, qui sont formés à des métiers extrêmement porteurs, tels que le carrelage, la plomberie sanitaire, la maçonnerie, la couture, l'alimentation, etc. Je pense que là, c'est une initiative extrêmement importante à saluer. L'objectif final recherché par ces différentes formations est de faciliter l'accès des couches vulnérables aux dispositifs de formation professionnelle. Le groupe Économie agricole rurale et les partenaires techniques et financiers se concertent. C'est autour du document de politique de développement agricole. Le document a pour mission première de contribuer à faire du secteur agricole le moteur de l'économie nationale. Alpha Maïga. La faible harmonisation des procédures de gestion et surtout les programmes des différents partenaires au développement, ce sont là quelques facteurs qui jouent sur le développement du secteur agricole au Mali. Pour y apporter quelques éléments de solution, une politique de développement agricole a été élaborée. Il s'agit d'un document d'une 50aine de pages. Cette rencontre avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour échanger sur le document. Comme axe, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'agriculture soit compétitive? Comme axe, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le développement puisse être durable? Comme stratégie, quel est le plan d'action qu'on va mettre en œuvre justement pour pouvoir être dans ces axes d'intervention? L'initiative du groupe Économie agricole rurale a été saluée par les uns et les autres. Un bon document, toujours dans le secteur rural et agricole, c'est un partenariat entre le gouvernement, les citoyens et le secteur privé. La formulation de l'avant-projet du document de politique traduit, s'il en était besoin, toute la volonté politique et l'engagement sans faille
du gouvernement de la République du Mali et de son Excellence Amadou Toumani Touré, président de la République, de faire du secteur agricole le levier de la croissance économique durable de notre pays. Cette politique de développement agricole, après correction, sera adoptée par le gouvernement de la République. Ainsi, toutes les actions seront orientées en ce moment vers une approche sectorielle. Un nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2012, Maître Tidjani Guindo, est désormais le candidat de Mali Dambé à la présidentielle de 2012. Le jeune économiste avocat a fait sa déclaration de candidature ce matin à la Maison de la Presse devant les journalistes. Il ambitionne notamment de lutter contre la corruption tout en favorisant l'emploi des jeunes et la souveraineté alimentaire, entre autres. Daouda Sidiki Diarra, reportage. Pour un État fort, un Mali de progrès et de justice, le jeune parti Mali Dambé, à peine créé en décembre 2011, afflute ses armes en vue de participer à l'élection présidentielle d'avril 2012. Pour ce faire, cette formation politique entend rassembler les Maliens autour de son candidat. Maître Tidjani Guindo vient de faire sa déclaration de candidature devant les journalistes à la Maison de la Presse ce jeudi. Je suis candidat pour apporter ma petite pierre à cette tâche difficile qui nous attend. Aujourd'hui, face à toutes les difficultés qui nous attendent, nous devons être prêts et nous devons tout faire pour que demain, notre peuple puisse retrouver de l'espoir, pour que les énergies soient libérées, pour que, enfin, le rêve de la jeunesse malienne puisse être concrétisé. Prêt à donner ce qu'il faut à notre pays, les candidats ambitionnent, une fois élus président de la République, de lutter contre la corruption, de sécuriser les frontières du pays, d'instaurer l'autorité de l'État, de redresser l'école publique tout en favorisant l'emploi des jeunes, la souveraineté alimentaire et l'industrialisation de l'économie nationale. Ne désespérons pas. Nous avons un pays béni. Il faut que nous sachions que personne ne viendra faire ce pays à notre place. Et nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Pourquoi croire que rien n'est impossible? Tout est possible. Le temps de la relève est arrivé. Maître Guindo était maîtrisard en droit privé depuis 1998. Il a obtenu un diplôme d'études approfondies en droit de l'économie internationale et du développement en 2001 avant d'être détenteur d'un doctorat en droit de l'économie en 2008. Il est l'auteur du livre intitulé « Les investissements étrangers dans la production de l'or au Mali et le développement économique ». Et nous avons ce communiqué le mercredi 15 février 2012. Une délégation des partis unis pour la République, conduite par son président, le docteur Abdoulaye Amadoussi, a été reçue au siège de l'URD par une délégation de ce parti, conduite par son président, l'honorable Younousi Touré. Les deux partis ont échangé sur l'état de leurs relations bilatérales en vue des échéances électorales à venir, ainsi que sur la situation sécuritaire dans le septentrion du pays. Les deux parties ont pris l'engagement de renforcer leur collaboration et développer la concertation entre elles. Elles ont réaffirmé leur soutien indéfectible à nos forces armées de sécurité et les ont encouragées à poursuivre leur mission de défense de l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la normalisation de la situation. Le groupement patronal de la presse écrite en partenariat avec la coopération suisse organise une série de formations à l'endroit des journalistes. La première phase qui a débuté cette semaine consiste à décortiquer avec les participants les genres rédactionnels majeurs ainsi que les règles de l'éthique et de la déontologie. Le directeur de publication du journal Le Scorpion, Mahaman Ami Sissé, est au micro de Salima Tandao. C'est pour outiller encore les rédactions et surtout les journalistes de nos rédactions pour qu'ils puissent mieux exercer notre profession suivant les canons professionnels qui régissent notre profession. Les questions d'éthique, de déontologie
et notamment la question des lois régissant la presse. Donc la première partie a consisté en cela. Et la deuxième partie, celle qu'on est en train de faire, c'est sur un peu les genres journalistiques et tous les canons d'exercice et d'écriture journalistique. C'est des gens qui exercent la profession, ils sont dans les rédactions. On a cadré un peu les débats pour mieux les outiller par rapport aux genres journalistiques, c'est-à-dire qu'ils connaissent les genres de manière classique, les reportages, l'enquête, l'éditorial, l'interview, le compte-rendu, le biais et tout, ils connaissent, mais aujourd'hui on a cadré pour les mettre dans des grandes familles ou dans des grands groupes de genres journalistiques, notamment la famille des informations strictes, la famille des récits, la famille des études, la famille des opinions extérieures et la famille des commentaires. On n'a pas suffisamment d'écoles de formation pour ne pas dire qu'on n'en a pas. Donc c'est nous-mêmes, en fonction des expériences des uns et des autres, qui essayons d'outiller les jeunes confrères qui sont venus à la profession pour leur permettre de mieux maîtriser les arcanes de cette profession qui n'est pas facile, mais qui, quand on est humble, on est modeste, peut toujours s'apprendre jusqu'à la fin de la vie, parce qu'on n'a jamais fini de s'outiller pour exercer cette profession très délicate et très essentielle pour une gouvernance démocratique. L'escorte douanière sur le corridor Abidjan-Bamako est désormais fixée à 17 500 francs CFA par camion à compter de la date d'hier, 22 février 2012. La nouvelle a été annoncée par le PCA de l'Office ivoirien des chargeurs en visite de travail dans notre pays. Il faut noter que cette baisse du coût de l'escorte sécuritaire sur le corridor Abidjan-Bamako vise à renforcer la collaboration entre les deux conseils de chargeurs. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. La relance des échanges commerciaux sur le corridor Abidjan-Bamako a été le plat de résistance des travaux entre Ivoiriens et Maliens. Conformément aux dispositions de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire, les deux conseils ont décidé de mettre en commun leurs efforts et d'engager les actions nécessaires pour une gestion plus efficiente du fret et des corridors de transit. Au terme de ces échanges, un ensemble de projets susceptibles de redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays ont été identifiés. Ces projets concernent le suivi électronique du trafic des marchandises. À cet effet, l'OIC et le CMC ont convenu de mettre en place une plateforme intégrée pour le contrôle, le suivi et la sécurisation des véhicules, les infrastructures d'appui au transport et au commerce, l'organisation du fret. Les deux structures encouragent toute initiative allant dans le sens de l'amélioration d'une meilleure gestion du fret. Les deux parties s'engagent à identifier leur collaboration en privilégiant tout projet à caractère communautaire susceptible de renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Le président du conseil d'administration de l'Office ivoirien des chargeurs s'est dit satisfait des résolutions qui sont sorties de ces journées de travail. Au nom de l'OIC, je m'engage à tenir ferme tous les engagements que nous avons pris. Non seulement au niveau de l'évolution des prix de l'escorte, mais aussi des objectifs que nous avons fixés. Une ambition commune pour que l'intégration soit une réalité. Ce qui a été sémé aujourd'hui sera absolument entretenu dans les meilleures conditions au bien profit de nos opérateurs, mais aussi de nos deux pays. La rencontre de Bamako aura été une réussite pour les deux parties. Elle a permis aux deux conseils de chargeurs de renforcer leur collaboration en vue de rendre compétitif le corridor de transit, de réduire également les coûts de prêt et post-acheminement des marchandises. La 6e rencontre du groupe de travail de Caritas International a débuté ce matin pendant 3 jours. Les délégués venus des pays d'Afrique et d'Europe vont plancher sur le thème « Promouvoir la résilience dans le contexte du Sahel ». Laurent Djakiti. Promouvoir la résilience dans le contexte du Sahel et inondation au Sahel, préparation au désastre et réduction du risque potentiel d'action de Caritas. Tels sont les thèmes de la 6e rencontre du groupe de travail de Caritas Internationaliste pour le Sahel. Au Sahel, où la situation est critique à travers une mauvaise campagne agricole entraînant d'autres crises. En ouvrant les travaux, le président de Caritas Mali
à coller l'événement à la situation actuelle dans notre pays. Au Mali, à cette insécurité alimentaire vient s'ajouter une autre insécurité plus grave. Elle remet en cause l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Elle engendre la méfiance, compromet dangereusement la convivialité ethnique. Plus, elle menace le processus démocratique. L'archevêque de Bamako a également souligné que le groupe de travail de Caritas Internationalis est un instrument précieux de développement et de réflexion capable de promouvoir ces champs d'intervention immenses et variés au Sahel. De son côté, le ministre délégué à la décentralisation a parlé de la pertinence du thème au Mali et dans d'autres pays du Sahel. La pertinence de votre thème, je pense, tire aussi sur les conditions au Sahel et sa vulnérabilité, environnement naturel et environnement économique. Toutes les règles de gestion internationale à travers le commerce. Nous sommes dans des États assez fragiles face à la globalisation, à la mondialisation et à la perte progressive de la biodiversité et de la bioculture, ou la diversité culturelle, je voudrais dire. Les recommandations qui vont sortir de cette 6e rencontre permettront au groupe de travail de développer des plans d'action afin de renforcer la résilience et de faire face aux inondations au Sahel. Le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée organise depuis ce matin la 6e journée de l'officinal. Les pharmaciens, au cours de leurs travaux, vont mettre en commun leur expérience sur le terrain, sur le traitement des maladies cardiovasculaires. Et le thème choisi pour cette 6e journée est en effet la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Rôle du pharmacien. Mamadou Bagayogo nous en parle. Le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée SINAPO, pour cette 6e journée scientifique de l'officinal, tient à lever tout d'abord toute équivoque sur la profession de pharmacien. Les nombreuses idées préconçues sur la pharmacie ont longtemps entamé le crédit du professionnel que nous sommes. À savoir que notre profession est privilégiée, voire entière, à entendre certains. Inutile de dire que ces clichés qui ne résistent pas à une analyse objective commencent à s'effilocher. Notre profession est complexe. Notre métier, je veux bien dire. Nous devons assurer une mission de service public, je dirais de santé publique, et répondre à des contraintes commerciales. Le pharmacien, de par sa profession, est beaucoup plus proche des populations. Cette situation lui confère également le rôle de conseiller. À ce titre, les pharmaciens d'officine privée, en mission de service public, ont mené plusieurs activités. En choisissant un thème d'actualité, le SINAPO prouve à suffisance l'intérêt de cette 6e journée scientifique. Il s'agit de la prise en charge des maladies cardiovasculaires, rôle du pharmacien. Les maladies cardiovasculaires constituent de nos jours l'un des maux qui minent dangereusement la santé, et particulièrement celle d'une des couches vulnérables de la population, c'est-à-dire les personnes âgées. Le pharmacien d'officine, plus proche de la population, constitue le premier recours du malade en matière d'information et de conseil. À ce titre, il doit se former de manière continue afin de faire face à sa mission d'acteur de santé publique. Les pharmaciens débattent d'autres thèmes comme la contrefaçon des médicaments, les probiotiques dans l'alimentation des nourrissons. 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. Plus de 367 millions de francs CFA, c'est le budget pour l'année 2012 de l'agence. Et la révision de la carte nationale hospitalière et la validation du projet d'établissement sont entre autres défis à relever pour cette année, nous dit Adama Tangara.
L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux a un projet de budget de 2012 estimé à la somme de 367 948 000 francs CFA. Un projet de budget assez réaliste et pertinent car prenant en compte les défis de l'agence et intégrant le contexte actuel du pays. Au titre de l'année écoulée, l'ANEH a réalisé des activités estimées à 75% pour un taux d'exécution du budget de 81,4%. Parmi ces activités, l'atelier relatif à l'analyse critique de la mise en œuvre de la loi hospitalière, dont une des recommandations fortes est de rendre opérationnelle la Commission nationale hospitalière. Nous ne passerons pas aussi sous silence les activités qui n'ont pu être menées au courant de l'année écoulée et dont les réalisations constitueront un défi majeur à relever en 2012. Il s'agit de l'évaluation de la performance des hôpitaux, de la révision de la carte nationale hospitalière et de la validation de notre projet d'établissement et le manuel de procédure. Je vous encourage à persévérer dans cette dynamique pour donner tout avis, alors je dis bien tout avis, que vous jugerez utile au département de la santé pour la prise de mesures permettant aux hôpitaux de mieux remplir leur mission. La tutelle sera toujours à vos côtés pour faire de l'agence un centre d'excellence d'évaluation et d'accréditation des hôpitaux. À travers cette 13e session du conseil d'administration de l'ANEH, l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, les administrateurs vont examiner les documents qui leur ont été soumis pour accompagner les actions initiées par l'agence, des actions qui vont permettre aux hôpitaux de mieux remplir leur mission. Le programme alimentaire mondial apporte son soutien au Mali dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. Le PAM vient de lancer à Kayes une opération d'urgence qui consistera à apporter une assistance alimentaire à 769 000 personnes affectées par l'insécurité alimentaire dans 195 communes du pays. Coût de l'opération, 23 238 millions de francs CFA. Distribution alimentaire gratuite, vente de céréales à prix subventionné, appui aux cantines scolaires sont entre autres composantes de cette opération. Kansoutou Kanouté nous en dit plus. Le Mali connaît un déficit céréalier à cause de la mauvaise pluviométrie. Pour aider notre pays à faire face à cette situation, le PAM, Programme alimentaire mondial, a entrepris de mettre en place une opération d'urgence en vue de sauver des vies et de protéger les moyens d'existence des populations affectées dans les communes déclarées à la crise alimentaire et nutritionnelle. Le budget total de cette opération s'élève à 23 380 millions de francs CFA. Le tonnage des vivres est de 39,452 tonnes, dont le coût s'élève à 17 milliards de francs CFA et 769 000 personnes bénéficieront de cette opération. Les zones d'intervention sont au total 195 communes dans 7 régions du Mali. Le programme concerne la distribution gratuite de céréales, l'appui aux cantines scolaires, les transferts financiers et l'appui nutritionnel, entre autres. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies, dont le mandat est d'assister dans ces circonstances, a décidé, répondant à l'appel de la République du gouvernement de la République du Mali et en appui au plan qui a été élaboré par le gouvernement pour faire face à cette crise, a décidé aussi d'apporter son soutien et sa contribution à cette crise. Pour Abdoulaye Kamara, maire de la commune urbaine de Kayes, ce soutien alimentaire de l'État aux populations n'est pas surprenant car l'État malien est toujours venu au secours des populations dans toutes les circonstances. Ce programme traduit la volonté de notre pays à assurer la sécurité alimentaire au niveau national et à l'échelon des ménages dans une perspective durable sur le plan économique et environnemental et dans le souci de justice sociale en prêtant une attention particulière aux moyens d'existence des femmes et des ménages ruraux pauvres. Au nom des autorités administratives et politiques, j'affirme notre engagement à faire respecter les procédures du PAM pour une plus grande visibilité des activités de cette opération au niveau des collectivités touchées. Moussa Ali Maïga a ensuite procédé au dépistage d'un enfant atteint de malnutrition aiguë avant de lui remettre un plumpinette.
Une autre aide de la même nature, l'ONG Agro-Action allemande a lancé lundi dernier à Tabakoro, dans la région de Koulikoro, les activités de son projet Aide d'urgence aux populations vulnérables. Cette opération, qui va durer 4 mois, vise à vendre à prix subventionné environ 2000 tonnes de vivres dans 70 communes des régions de Koulikoro, Kai et Mopti. Une initiative soutenue par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement à plus de 400 millions de francs CFA. Nos envoyés spéciaux sont Djemba Moussa Konate et Aboubakar Traoré. Le système d'alerte précoce a présenté l'évaluation provisoire sur la campagne agricole 2010-2011 en novembre dernier. Il relève des statistiques qu'au Mali, 104 communes sont dans une situation de difficultés alimentaires et 55 autres dans les difficultés économiques. Pour faire face à ces crises, l'ONG Agro-Action allemande vient au secours des populations les plus démunies. L'Allemagne vient en appui non seulement du Mali, mais de tous ces pays voisins, parce que c'est tous les pays du Sahel qui sont affectés par cette situation. Jusqu'à présent, l'Allemagne a déjà débloqué plus de 12 millions d'euros, ce qui correspond à 8,2 milliards de francs CFA pour toute la région du Sahel. Et il y a d'autres fonds qui sont annoncés encore. Cette opération, qui sera dirigée par 5 ONG dont GRAT, ADR et CSPIDA, a été fortement appréciée par les autorités régionales. Le présent projet couvre 70 communes des cercles de Nyoro du Sahel, Djema et Yelemani, dans la région de Kaï, de Bayangara et Telenkoun, dans la région de Mopti, et Banamba et Nara, dans la région de Koulikoro. Les communes ciblées dans le cercle de Banamba sont CBT, Boron, Toubakoro et Madina Sako. L'intervention porte sur la vente subventionnée d'environ 2000 tonnes de céréales aux populations vulnérables des 70 communes concernées. Au nom du gouvernement de la République du Mali, je remercie le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour la rapidité avec laquelle il est intervenu pour atténuer les effets de cette mauvaise campagne agricole. Agro-Action allemande intervient au Mali depuis 1999. Ses domaines d'intervention sont l'hydraulique villageoise et pastorale, l'éducation de base, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle soutient également les questions d'urgence dans les régions de Koulikoro, Kaï et Mopti. Voilà, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Je reviens demain, même heure, même plateau. Bonsoir à nos téléspectateurs d'Ottawa, c'est au Canada. Bonne suite de programme. Bonsoir.